Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Avril 1842, dans le petit état princier de Jhansi. On est vraiment dans le centre du continent, du sous-continent indien. Vous imaginez le Gange qui est là, qui sillonne grassement entre la jungle et le désert. La capitale du Jhansi, c'est une ville fortifiée. Il y a un fort dans lequel vit le roi. On l'appelle le Raja. Il y a aussi le palais du Premier ministre. Le Premier ministre, on l'appelle le Peshwa. Et puis un grand carré avec ses colonnades, ses coupoles, ses coursives et ses jardins intérieurs. C'est là que vit le Peshwa. Dans l'un de ces jardins, une jeune fille, elle a 14 ou 15 ans, Manikarnika. Elle tient une épée. Elle échange quelques passes avec ses frères et maîtres d'armes. C'est quand même assez incroyable. Elle s'est aussi montée à cheval, cette gamine incroyable. Elle a l'air bien fière. Sa mère est morte, mais son père lui dispense la meilleure éducation possible. Elle est de la caste des brahmanes. Vous savez que dans le panthéon, enfin dans la hiérarchie indienne, hindoue, c'est très important. Et son père, justement, se trouve être un des conseillers du Peshwa. Quelques jours plus tard, le père fait venir sa fille auprès de lui et lui annonce la grande nouvelle. « Ma fille, le Peshwa m'a dit que le Raja t'avait choisi pour épouse. » Oui, incroyable mais vrai, mais ce roi qui a 40 ans et qui depuis peu est veuf et sans enfant, ce roi qui veut une descendance mâle, sinon il sait très bien que les Britanniques vont préempter son royaume, ce roi veut l'épouser. Depuis maintenant 2 siècles, la Compagnie britannique des Indes orientales ne cesse d'étendre sur tout le pays son emprise tentaculaire. Elle a imposé la règne du laps, de la déchéance selon laquelle une dynastie qui n'a pas de descendance mâle perd ses droits sur le royaume. Et ça tombe dans ce cas-là automatiquement dans le giron britannique. Et c'est un administrateur britannique de la Compagnie des Indes qui, dans ces conditions-là, devient le gouverneur. Vous comprenez pourquoi le roi veut absolument avoir au moins un fils. Franck Ferrand sur Radio Classique. Manikarnika n'a pas d'autre choix que d'épouser le Raja. Et donc, elle va s'installer avec lui dans cette forteresse de Jhansi, au dernier étage, très jolie vue sur la plaine. Elle choisit un nouveau prénom en l'honneur de la déesse de la prospérité. Elle va s'appeler Lakshmi Bai. Elle se retrouve un petit peu enfermée dans ce fort, il faut bien le dire. On la laisse tout de même faire quelques sorties à cheval, mais ça n'est plus la vie de liberté extraordinaire, cette vie de garçon manqué qu'elle menait avec ses frères auprès du roi. Elle observe un peu ce qui se passe, la politique. Elle se forme à la diplomatie avec les Britanniques, avec les États princiers voisins. Et, puisque c'est ce qu'on lui demandait, elle va donner naissance à un fils, sauf que ce fils meurt en bas âge, et puis plus rien. Après 10 ans, le roi tombe gravement malade. Selon la coutume hindoue, il a le droit d'adopter un garçon. Il choisit le fils d'un cousin qui s'appelle Damodar et qui a 5 ans. Il se trouve qu'en 1986, le prince Michel de Grèce, que j'ai beaucoup d'émotions à citer, car il nous a quittés, le prince Michel, et c'était un très grand romancier en même temps qu'un ami fidèle. Michel de Grèce a publié un ouvrage qui est paru chez Plon et qui s'appelait « La femme sacrée ». Le 20 novembre 1853, raconte Michel de Grèce, à 3h de l'après-midi, au jour et à l'heure indiquée par l'astrologue, la cérémonie d'adoption de l'héritier du Raja de Jhansi commença. Pour le célébrer, on avait fait venir de Bénarès, la ville sainte, un religieux de grand renom, le pandit Vishnayak. Tout en récitant des incantations, il commença par offrir des sacrifices à Vishnu, manifestation du Dieu unique, et aux 9 planètes du ciel astral hindou. Les abords du palais avaient été envahis par une foule immense qui s'était juchée sur les pignons, les corniches et les encorbellements des maisons tarabiscotées. Et voilà que le lendemain, juste après cette adoption d'un enfant de 5 ans, Damodar, voilà que le roi meurt. Et que c'est ce petit gamin, ce petit prince de 5 ans qui devient roi. Et c'est donc, pour assurer la régence, à sa mère adoptive qu'on va faire appel, à Lakshmi Bai. Seulement, les Britanniques ne l'entendent pas de cette oreille, rappelez-vous la règle. En mars 1854, le major Ellis, qui représentait le gouverneur général britannique, a demandé audience à la reine Lakshmi Bai.
Majesté, j'ai reçu une communication de Calcutta, dit-il. Il est un peu embarrassé, le diplomate britannique. Le très noble gouverneur général de l'Inde a décidé de refuser de confirmer l'adoption de Damodar. En conséquence, l'État de Jhansi est pris en charge par le gouvernement britannique. À dater de ce jour, les sujets de l'État de Jhansi se considéreront sous l'autorité du gouvernement de Sa Gracieuse Majesté. Voilà désormais les Anglais chez eux au Jhansi. Les Britanniques qui ne reconnaissent donc ni le jeune roi, ni la régente, vous l'avez bien compris. C'est ainsi qu'ils vont prendre une fois de plus le contrôle de l'État. Ils l'ont fait pour tellement d'autres États indiens. La Compagnie britannique des Indes propose à Lakshmi Bai une rente de 60 000 livres par an, ce qui est tout à fait confortable. « Gardez votre rente », répond la reine. Mais elle n'a aucun moyen de se maintenir. Il lui faut le soir même quitter le palais. Le major Ellis autorise les gardes à harnacher un éléphant royal. C'est encore Michel de Grèce qui raconte cette scène incroyable. La Rani, c'est comme ça qu'on appelle les reines en Inde, la Rani eut la surprise de trouver dans la cour du palais son éléphant blanc, son animal albinos, spécimen rare que lui enviaient les rajas voisins. Elle portait son sari blanc habituel, sans un seul bijou. Entre ses deux sourcils, elle avait dessiné un point noir, le tikal de deuil. Veuve du Raja, désormais, elle serait veuve d'un royaume. Et voilà que s'ouvrent lourdement les portes du fort. La reine s'éloigne sur son palanquin au sommet de son éléphant blanc. Elle s'éloigne lentement, majestueusement, avec dans les bras le petit Damodar. Elle est suivie de quelques serviteurs. Elle est surtout devancée de la plus grande rancœur du monde. Vous écoutez Radio Classique. C'est donc une reine déchue qui se réfugie dans une autre de ses demeures, à 2000 de là, un palais fortifié entouré de beaux jardins au bord d'un lac. Lakshmi Bai est en quelque sorte en exil à côté de sa propre ville. Les mois passent et puis les années. La vérité, c'est que Lakshmi s'est résignée. Elle entretient même avec quelques Britanniques des rapports courtois. C'est comme ça que ça se passe au milieu comme ça du 19e siècle, au milieu de l'Inde. Et voilà qu'éclate la révolte des Sipais. J'ai eu l'occasion déjà de vous raconter ça. Les Sipais sont ces fantassins indiens employés au service de la Compagnie britannique des Indes. Les Sipais ont eu beaucoup de mal à supporter le traitement que leur réservait la Compagnie. Ils n'ont pas admis qu'on piétine leurs coutumes, c'est en tout cas ce qu'ils prétendent. Une étincelle a mis le feu aux poudres. La Compagnie fournit aux Sipais de nouvelles cartouches que les soldats doivent ouvrir avec les dents. C'est comme ça qu'on fait à l'époque quand on charge un fusil. Problème, c'est que selon la rumeur, les cartouches en question auraient été lubrifiées avec de la graisse animale. Et les Sipais sont soit des hindous, soit des musulmans, mais en tout cas, ingérer de la graisse animale, ça les pousse au sacrilège. Et donc, ils sont indignés. Et à ça s'ajoute un certain nombre de velléités de liberté face à ces Anglais qui ne sont pas une colonie de peuplement, seulement d'administration, vous savez, qui sont vécus comme des gens arrogants, de plus en plus présents, envahissants même. Le 8 mai 1857, voilà qu'éclate à Delhi la révolte des Sipais qui vont se débarrasser de leurs officiers britanniques, rétablir même le grand Moghol sur le trône. C'est une révolution qui fait tache d'huile, qui se répand dans l'ensemble du pays. Et un mois plus tard, les rebelles déferlent le long du Gange. Ils atteignent Jhansi. Et là aussi, les Sipais retournent leurs fusils contre les officiers britanniques, avec le soutien de la population. Les Anglais qui ne sont pas tués, les agents de la compagnie, leurs familles, une soixantaine de colons vont essayer de se réfugier comme ils peuvent dans le fort de Jhansi. Et les Sipais leur promettent la sécurité. Seulement, sitôt les portes ouvertes, les rebelles passent tous les Anglais par le fil de l'épée. Et voilà qu'ils poursuivent leur route, les Sipais, qui sont en train de révolutionner l'Inde, ou de contre-révolutionner, comme on voudra. Jhansi, désormais, est libérée de la tutelle britannique et Lakshmi se dit que c'est son heure. Elle réunit les aristocrates, les chefs des corporations et au terme de ce conseil, eh bien, on décide de la remettre sur son trône. Toute la ville l'acclame. C'est la fête de la liberté retrouvée, en tout cas de l'autonomie. Lakshmi se met au travail pour reconstituer une administration digne de ce nom. Elle reconstitue très vite, au plus vite, une police, une armée, bref, tout ce qui fait un État.
Quel a été le rôle de Lakshmi Bai dans le massacre des Britanniques? Elle écrit immédiatement 2 lettres à la Compagnie des Indes pour nier toute responsabilité. Les Sipais m'ont désobéi, jure-t-elle. Je souhaite qu'ils aillent directement en enfer pour leurs actes. Bref, elle essaie une fois de plus de faire preuve de cette diplomatie que jeune elle a apprise. C'est à cette condition qu'elle pourrait, pense-t-elle, préserver son pouvoir retrouvé. Le gouverneur d'ailleurs en fait autant, il répond que les autorités légales reprendront le contrôle du Jhansi très bientôt. En attendant, il confie provisoirement, c'est bien clair et bien net, il confie provisoirement le pouvoir à Lakshmi, qu'on autorise donc à lever une armée, c'est peut-être pas très prudent de la part des Anglais ça. Cette armée, très vite, elle va se mettre au service des royaumes voisins, d'Orsha, de Datia, ces royaumes vont s'empresser d'attaquer Jhansi. Toutes les principautés ne sont pas unies. Vous savez que les Anglais ont beaucoup joué sur ces rivalités entre les différents rajas, sur ce morcellement infernal d'une Inde en permanente ébullition. On pourrait même dire que la compagnie a pacifié l'Inde d'une certaine manière. Et voilà comment, à 31 ans, est devenu chef de guerre. Lakshmi Bai va organiser la défense de sa ville et de son État. Elle se rend elle-même sur les remparts pour soutenir les troupes et finalement, elle protège la ville des armées rivales. Elle est parvenue à consolider son pouvoir avec beaucoup de poigne, une certaine équité. On l'admire, on la trouve incroyable, comme si elle était faite, elle était née pour gouverner. Alors pendant ce temps-là, les Britanniques n'ont pas perdu de temps, ils se sont ressaisis. Ils vont écraser la révolte des Sipais dans le Pendjab, puis ils reprennent Delhi, et là on punit les habitants, et à la tête de 4000 hommes, les Anglais marchent vers Jhansi. On ne dira jamais assez à quel point cet empire colonial britannique, lorsqu'il est mis en danger, peut devenir incroyablement sanguinaire. Il y a à la tête des troupes britanniques un général écossais, un catholique qui s'appelle le général Hugh Hawes, et ce n'est pas un tendre. Lakshmi apprend tout ça. Elle recrute des soldats, bien sûr, d'abord des cavaliers. Qui veut se battre est bienvenu. Et ça, c'est assez incroyable dans l'Inde hindoue du milieu du 19e siècle. Elle précise que si des femmes veulent se battre, elles sont les bienvenues. Le 21 mars 1858, les troupes britanniques sont là, donc à Jhansi, aux portes de la ville fortifiée. On envoie un émissaire pour demander à Lakshmi de céder le pouvoir. « Jamais je n'abandonnerai mon Jhansi », clame la reine. Elle a été déposée une fois, eh bien, il n'y aura pas de seconde fois. La différence maintenant, c'est qu'elle a une armée, des canons, et qu'elle bénéficie surtout de l'adhésion sans faille d'une population qui a pu mesurer toutes ses qualités. Et cette armée, elle a connu le feu. Elle a vaincu ses rivales. Elle a pu s'inspirer des méthodes des Sipais. Et cette fois, l'ambiguïté est levée. Pour les Britanniques, la Rani Lakshmi montre son vrai visage. Elle n'est pas du tout, comme elle le prétendait, neutre. Elle n'est pas du tout un facteur d'arbitrage. Elle a choisi purement et simplement la rébellion. Et les Anglais l'accusent maintenant d'avoir fomenté le massacre des 60 colons avec la complicité de sa population. Il surnomme Lakshmi la Jézébel de l'Inde et il planifie la prise de Jhansi et la reprise de contrôle sur le petit État du Jhansi. Ils assiègent donc la ville, bombardent, ça dure des jours, on bombarde les remparts, on essaie d'atteindre avec l'artillerie britannique le fort. Lakshmi donne en retour du canon car elle a elle aussi sa propre artillerie et la nuit venue, les Indiens reconstruisent tant qu'ils peuvent les remparts qui la journée ont été détruits. Ils résistent comme ça pendant 2 semaines, seulement un soir le bastion sud finit par céder et là les Anglais s'engouffrent, les Britanniques envahissent la ville et trient les habitants. Là il n'y a pas de quartier, c'est d'une violence absolument inouïe. Lakshmi a tout juste le temps d'attacher son fils Damodar dans son dos. Il a 9 ans maintenant. Elle emprunte une porte non surveillée. La légende dit qu'elle a sauté depuis les remparts. Et avec 5 gardes, la voilà qui fuit, bride abattue à cheval, dans la nuit, emportant avec elle l'or du palais pour essayer de financer d'autres batailles. Et ça y est, sur la forteresse abandonnée de Lakshmi, flotte de nouveau l'Union Jack. Les soldats britanniques ont reçu l'ordre de n'épargner personne de plus de 16 ans à l'exception des femmes. Les incendies, les pillages, les meurtres vont durer 4 jours si l'on en croit un prêtre hindou qui s'appelle Vishnu Bhat Godse.
Les Britanniques reconnaissent eux-mêmes 4000, voire 5000 morts qu'il faut donc brûler sur des bûchers selon la tradition hindoue. Vous imaginez le spectacle effroyable et cette odeur de chair grillée qui maintenant règne sur le Jhansi dévasté. Franck Ferrand sur Radio Classique. Lakshmi Bai est maintenant une reine 2 fois déchue. Oh, elle a continué sa fuite à cheval. Ça a duré 24 heures quasiment sans s'arrêter pour atteindre la ville encore libre de Kalpi qui se trouve à 150 de nos kilomètres plus au sud. « Je suis la reine de Jhansi », dit-elle devant les soldats de Kalpi, complètement médusés de la voir arriver. Il y a d'autres princes rebelles qui vont la rejoindre. Et elle va leur confier, elle va leur proposer un défi incroyable, notre Lakshmi Bai. Les Britanniques ont envoyé des troupes à Kalpi, pour tout vous dire, des troupes qui sont certes épuisées, terrassées par la chaleur et la soif. C'est un été torride en Inde, mais des troupes bien renseignées, bien disciplinées. Lakshmi est encore obligée de faire retraite et c'est donc là qu'elle va proposer aux autres princes rebelles un plan assez incroyable. L'idée, c'est d'aller attaquer la forteresse des forteresses, un fort magnifique qui est tout en longueur sur un piton rocheux dont il épouse les formes et dont il paraît sortir avec ses larges tourelles surmontées de coupoles. C'est le palais de Gwalior. Michel de Grèce de nouveau. Gwalior, la perle de l'Inde centrale, l'une des plus formidables forteresses du pays, de la vie de tous, imprenable. Le Maharaja Scindia et surtout son premier ministre, le Diwan Dinkar, étaient plus que jamais les alliés des Anglais depuis les défaites des rebelles et ils gardaient une armée de 8000 soldats. Une cible stratégique donc. Nous sommes là à la fin du mois de mai 1858. Lakshmi a 3500 hommes sous ses ordres, avec beaucoup de complices. Et voilà qu'elle entre dans Gwalior. Les soldats du Peshwa de Gwalior ont fraternisé en effet avec les rebelles et ils se sont rendus sans combattre. On a réussi à prendre la forteresse des forteresses. Victoire facile pour Lakshmi, mais victoire quand même. Et elle n'a pas versé de sang indien, c'est très important. On met la main comme ça sur des munitions très importantes et sur un trésor extraordinaire. Le répit dure peu de temps parce que les Britanniques qui sont lancés à la poursuite de Lakshmi et de ses complices passent immédiatement à l'assaut du fort de Gwalior. Lakshmi sait qu'elle ne va pas pouvoir tenir un second siège. Elle considère à ce moment-là que la meilleure défense, c'est l'attaque et elle va lancer ce qu'on appelle une sortie, une contre-offensive un peu plus à l'est sur les troupes du général Rose. Mais la contre-offensive va se briser sur les flancs britanniques et Lakshmi, qui s'est jetée dans la bataille, est bien obligé de constater que c'est plus difficile qu'on aurait pu imaginer. Un hussard britannique l'a repéré, il la vise, il tire, la balle atteint Lakshmi à la hanche, ça ne la tue pas. Elle se retourne, le hussard lui porte alors un coup d'épée sur le crâne et là elle s'écroule, ses officiers accourent, l'emmènent en arrière et elle va mourir. Elle va mourir comme ça au milieu de ses hommes. Elle meurt sur le champ de bataille avec la mort de la Rani, nous dit Michel de Grèce. C'était l'âme même de l'armée rebelle qui avait été tuée. Au lendemain, le général Rose emportait la ville de Gwalior après une bataille de 5 heures. Les chefs rebelles réussirent à s'enfuir et le fort réputé imprenable se rendit presque sans combat. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quant au fils adoptif de Lakshmi Damodar, il est emmené par ses tuteurs qui vont le cacher dans pas mal de lieux. Les Anglais pourchasse le petit héritier qui racontera cette cavale épuisante à travers jungles et ravins jusqu'à ce qu'il finisse par se rendre. Les Britanniques refusent de lui servir la rente qu'ils avaient promise à sa mère et il mourra complètement oublié dans la misère beaucoup plus tard. Il mourra Damodar en 1936. La révolte des Sipais entraîne une conséquence, c'est qu'à Londres, le Parlement britannique met fin à la toute-puissance de la Compagnie des Indes orientales et transfère l'autorité à la couronne. Et oui, il y a un Raj britannique administré par un vice-roi des Indes. La rébellion atteint ses limites. Et cette rébellion, elle va finir par retomber comme elle était montée. En novembre 58, le Parlement britannique amnistie la plupart des rebelles, en tout cas ceux qui ont survécu. Cette rébellion, c'est en quelque sorte, c'est en tout cas considéré par les Indiens d'aujourd'hui comme la première guerre d'indépendance, lutte qui reprendra beaucoup plus tard.
Un contingent de la nouvelle armée indienne sera constitué de femmes et baptisé contingent Rani de Jhansi, à la mémoire de Lakshmi Bai, bien sûr. Et depuis l'indépendance de l'Inde, donc c'était en 1947, bien sûr, dans toutes les écoles de la Fédération indienne, les petits écoliers apprennent encore aujourd'hui un poème qui commence comme ça. Cette histoire que nous racontent les bardes, elle se battait comme un homme, elle était la reine de Jhansi. Vous écoutez Radio Classique.